Bonjour, je m'appelle Betsabé. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les pierres de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, dis non ». Dans cet épisode, je vous propose de découvrir Dinon autrement. Ses sous-sols sont remplis de trésors. Et nous allons en parler aujourd'hui avec Françoise Le Boulanger, archéologue de l'INRAP, qui a eu l'occasion de travailler plusieurs fois à Dinon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je suis Françoise Le Boulanger, je suis archéologue responsable d'opérations, spécialisée dans la période médiévale, et je travaille à l'INRAP. Pouvez-vous définir l'INRAP ? Alors l'INRAP, déjà c'est un acronyme, ça signifie Institut National de Recherche Archéologique Préventive, donc ça va plus vite en disant INRAP, et c'est un établissement public qui est sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de la Recherche. Donc l'archéologie préventive, parce que c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, et l'archéologie préventive, c'est l'archéologie, les fouilles, enfin les études archéologiques qui se font préalablement aux travaux. Alors aux travaux de terrassement qui vont détruire les vestiges enfouis. Ça peut être la construction d'une maison, la construction d'une ZAC, d'une autoroute, tout type de construction. On n'empêche pas les travaux de se faire, mais nous intervenons donc préalablement. La loi française fait que nous sommes intégrés, cette intervention archéologique est aujourd'hui intégrée dans le planning des travaux. Donc l'aménageur, qui peut être un maire, qui peut être une communauté de communes, une société d'autoroute, un lotisseur, des aménageurs divers et variés, lorsqu'ils émettent leur projet de construction, ce projet est envoyé au service régional de l'archéologie, qui vérifie si leur projet va vraiment être implanté sur des emprises, sur des lieux sensibles. Et même s'il n'y a pas de vestiges ou de choses archéologiques connues anciennement, même s'il y a un vide archéologique, justement, on va aller vérifier si il peut y avoir un vide archéologique parce qu'il n'y a jamais eu d'informations recueillies. Donc on va aller explorer une zone qui est encore vierge d'une certaine façon, voir s'il y a des occupations anciennes. Donc ils prescrivent, ce service régional de l'archéologie, prescrit un diagnostic, prescrit une opération archéologique, qu'on appelle d'abord un diagnostic. Je pense qu'on y reviendra ensuite. Et nous sommes sollicités dans ce cadre-là. C'est l'INRAP, de manière générale, sauf s'il y a des services locaux, des services de patrimoine d'archéologie locaux, services départemental, services municipal. Par exemple, vous avez un service départemental dans le Finistère ou dans le Morbihan, pour la Bretagne. Eux peuvent aller faire les interventions archéologiques, les diagnostics. Autrement, c'est l'INRAP qui va procéder à ces opérations. Donc à Dinan, pour la place Saint-Sauveur, on a fait appel à l'INRAP, donc à vous. Il y a eu un diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous préciser déjà ce que c'est qu'un diagnostic par rapport à une fouille ? Alors, le diagnostic, c'est vraiment la première étape de l'intervention archéologique. Et ça peut s'arrêter là. Cela dépend des résultats que nous avons lorsqu'on effectue ce diagnostic. La mairie de Dinan avait pour projet de faire, toujours pour projet d'ailleurs, c'est toujours en cours, de faire de grandes transformations de la place, au niveau de la place Saint-Sauveur. Étant donné le contexte dinanais, les vestiges, la ville médiévale, l'église Saint-Sauveur, qui est une église de fondation romane, c'est-à-dire à partir du courant, au tout début du XIIe siècle, voilà. Là, on ne peut pas faire l'économie de l'intervention des archéologues. Et donc, le service régional de l'archéologie a mandaté l'INRAP, comme je disais tout de suite. La mairie, avant même d'avoir un projet précis d'ailleurs, parce que je crois que ce projet est toujours en cours d'élaboration, de ce que je peux savoir, par la presse. Avant même d'avoir un projet précis, elle a sollicité les archéologues pour savoir s'il y avait des vestiges sous la place et autour de l'église, afin une fois connu le résultat du diagnostic archéologique, pour intégrer ce paramètre dans sa réflexion
pour aboutir à l'aménagement, au réaménagement de la place. Certains disent qu'il y a une contrainte archéologique. Évidemment, c'est un terme que je n'aime pas trop. Mais c'est une bonne démarche, quoi qu'il en soit. Cette façon de faire, à mon avis, est vraiment très bien, puisque de toute façon, on ne peut pas faire l'économie de l'intervention des archéologues. Donc c'est bien d'avoir toutes les données en main, techniques, patrimoniales, de l'archéologique, naturelle, enfin toutes les données pour réfléchir au mieux au projet que l'on souhaite élaborer. Donc le diagnostic, il a pour but de vérifier s'il y a des vestiges présents dans le sous-sol. Si oui, quelle est leur nature? De quelle sorte? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou très peu? Est-ce qu'il y a une seule période? Est-ce qu'ils appartiennent à une seule période? Est-ce que c'est juste du Moyen-Âge ou il y en a une période plus ancienne, plus récente? Et puis à quel niveau ils apparaissent, à partir de quelle profondeur ils sont visibles et sur quelle épaisseur ils sont conservés, ils sont présents. Voilà. Dans ce cadre-là, nous intervenons, nous réalisons, alors on ne va pas tout décaper, on va pas, par exemple, le réaménagement de la place est prévu sur la totalité de la place, nous n'avons pas décapé la totalité de la place. Nous faisons un maillage qui doit correspondre à peu près entre 8 et 10% du projet futur. On doit ouvrir 8 à 10% du projet futur parce que l'expérience des différentes opérations nous a montré que ça a donné un résultat relativement fiable pour avoir une bonne idée des vestiges et de leur conservation. Donc c'est ce que nous avons fait en février 2019. Place Saint-Sauveur et puis on a surtout fait un énorme sondage Place Saint-Sauveur et puis quelques petits sondages autour de l'église Saint-Sauveur puisque sa création romane, on a envie de réunir un peu plus d'informations à son sujet. Donc, quel type d'investigation avez-vous mené exactement sur le terrain? Donc, vous avez percé le sol, et qu'avez-vous pu en déduire? Alors en fait, quand vous dites percer le sol, alors évidemment, c'est pas nous qui le faisons avec nos petits bras musclés, c'est vrai, mais quand même, on utilise un engin mécanique. On prend là, en l'occurrence, c'est toujours une pelle mécanique. Ici, elle était à roue, puisqu'elle peut rouler sur les pavés, c'est mieux qu'à chenille. Donc on ouvre mécaniquement le sol, et on peut faire même des sondages, on peut même pas mal travailler mécaniquement. Alors, nous travaillons avec des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec les archéologues, avec des chauffeurs de pelle qui sont habitués à travailler aussi avec nous, qui aiment ça. Il faut, parce qu'on ne leur demande pas de tout casser, au contraire. Ils font un travail, un travail très fin aussi à la pelle mécanique. Donc ce sont des collaborateurs avisés. Voilà. Donc on ouvre le sol mécaniquement, et puis après, en fonction de ce que nous constatons, on va nettoyer. Par exemple, la place Saint-Sauveur, on a trouvé des niveaux de place. Sous la place, les places. Donc on a trouvé des niveaux de place. Donc il nous faut faire beaucoup de nettoyage. Ou derrière l'église, à l'emplacement aujourd'hui, donc le jardin anglais, en fait, c'est jusqu'au début du 19e siècle, le cimetière de la ville de Dinan. Donc, on a trouvé des tombes. Donc, là aussi, il faut faire un nettoyage fin. Et donc, on a sondé. Et puis, Place Saint-Sauveur, on a aussi fait un sondage plus profond parce qu'il fallait justement que nous ayons une idée, comme je disais tout à l'heure, de l'épaisseur des vestiges et de leur complexité. Donc il nous faut atteindre le sol naturel. Le sol naturel, c'est vraiment... il n'y a pas d'autres vestiges dessous. Il apparaît à des profondeurs différentes en fonction de ce qui s'est passé dans l'histoire du lieu. Donc là, Place Saint-Sauveur, par exemple, il apparaît à 1,10 m sous la Place Saint-Sauveur, sous le niveau actuel de la Place Saint-Sauveur. Dans le cimetière, dans la partie de sondage qu'on a fait dans le cimetière, on n'a pas atteint le sol naturel parce qu'il aurait fallu qu'on casse énormément de sépultures. Or, dans un diagnostic, on ne fouille pas tout, ce n'est pas le but. C'est toujours la même chose, il faut évaluer. Et il ne faut pas purger, en fait, le site. Voilà, c'est évaluer, parce que le but est de savoir si, au terme de l'opération, et après avoir remis le rapport, etc., donc au terme de l'opération, un rapport est effectué, remis au service départemental de l'archéologie, qui le transmet à une commission interrégionale qui nous juge, en fait, qui voit notre travail et qui voit si il a été bien mené, et 2, si dans le cas d'un diagnostic, il est utile d'aller plus loin, de procéder à la deuxième et dernière étape, qui est la fouille.
Et là, dans ce cadre-là, pour la place Saint-Sauveur, il n'a pas été jugé utile d'aller plus loin. Que voilà, le diagnostic avait permis de réunir suffisamment d'informations, pour que la mairie ait maintenant les éléments pour élaborer son projet. Et qu'avez-vous trouvé dans ces différentes couches de place ? Alors, place Saint-Sauveur, donc vraiment dans l'espace qui est délimité par les arbres, on n'a pas abîmé les arbres, on n'était pas là pour ça. Puis on ne s'est pas trop approché des arbres pour éviter de casser leurs racines. Nous avons ouvert un grand sondage de presque 80 mètres carrés de superficie. Et donc on a mis au jour en fait du plus ancien au plus récent, parce que en fait nous quand on ouvre, on voit d'abord les choses les plus récentes et puis on va vers le plus ancien. Mais là, pour que ce soit plus cohérent, je vais vous faire la présentation comme dans un rapport, donc du plus ancien au plus récent. On a d'abord découvert alors quelques trous de poteaux qui sont creusés dans le sous-sol d'Inanais. Alors le sous-sol d'Inanais, c'est du granit ou de l'arène granitique, c'est du granit en décomposition. Et le trou de poteau, ça porte bien son nom, c'est un trou fait pour implanter un poteau. Nous n'avons pas retrouvé les poteaux, de toute façon le bois a pourri, soit il a été récupéré, soit il a pourri depuis bien longtemps. Mais en fait, à l'emplacement au niveau de la place, l'occupation la plus ancienne, qui se rattacherait a priori vers au 11e, 12e siècle, donc un petit peu avant l'église, a priori, ce sont des hypothèses. C'est une occupation, comme on dit, en matériaux périssables, des constructions. Alors, on ne sait pas de quel type de construction. Nous, on n'a pu observer que quelques trous de poteaux, puisqu'on n'a pas pu tout décaper, c'était pas le but. Des choses en matériaux périssables, c'est-à-dire, par exemple, si on a un bâtiment, il va être en bois, armature en bois, vous voyez, des poteaux qui soutiennent la charpente. Et puis après, les cloisons, les murs peuvent être faits en terre. Donc nous, et puis on ne sait pas si c'est vraiment un bâtiment, puisqu'on a observé 4-5 trous de poteaux, mais ce sont les choses les plus anciennes. Et les petits bouts de céramique qu'on a trouvés qui étaient associés à ces trous de poteaux nous permettent de proposer une datation 11e, fin 10e, 11e siècle, voilà. Ensuite, dès le courant fin 12e siècle, 13e siècle, commencent à apparaître les premiers niveaux de place, qui peuvent être soit des niveaux, alors qu'on avait des niveaux superposés, un petit feuilleté, quoi. Soit des niveaux de sable, mais damés, des niveaux de terre battue très sableuse, donc de piétinement. Ou on avait aussi des niveaux de pavés, mais tous ces niveaux superposés vont donc, comme je vous disais, du fin 12e, début 13e siècle, jusqu'au 16e siècle. On n'a pas plus d'éléments, on n'a pas d'éléments au-delà. Parce que c'est pas qu'ils n'ont pas existé au-delà, mais c'est que l'évolution de la ville a fait que les niveaux les plus récents ont été supprimés par les aménagements récents de la place, Donc nous, on a des éléments, on sait qu'à partir au moins du XIIIe siècle, nous avons une place sous la place. Alors, on pourrait se dire, elle est marrante, elle donne des éléments, franchement. C'est intéressant parce que c'est pas parce qu'on a une place aujourd'hui qu'on avait une place de manière ancienne. On aurait pu avoir tout un ensemble bâti qui à un moment donné est rasé pour donner un peu d'oxygène à la ville. Les villes médiévales, on le sait, sont très très resserrées. Des fois, les bâtiments collent carrément aux bâtiments religieux, aux édifices religieux. Et puis, à l'époque moderne et ensuite, donc l'époque moderne, c'est au XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis ensuite, on va dégager, aérer un peu les villes pour la lumière, pour l'hygiène, pour lutter contre les incendies aussi. On peut abattre carrément des îlots urbains. Ce n'est pas du tout rare comme façon de faire. Place Saint-Sauveur, ce n'est pas le cas. Sous la place, donc des places et une halle. Parce qu'on a mis au jour aussi des éléments, ce qu'on appelle un dé de pierre, un bloc de pierre taillé, qui est posé sur une petite maçonnerie. Et sur ce bloc de pierre, dont le sommet est plat, était posé un poteau en bois. Ça permet d'isoler le bois du sol, donc ça favorise sa conservation. Et nous avons mis au jour 2 blocs ainsi, distants d'un peu plus de 11 mètres, qui confirment bien que nous avons une halle place Saint-Sauveur. Les textes disent que cette halle, la première mention dans les textes, appartiennent à la fin du XVe siècle, oui. Mais nous, d'un point de vue archéologique, on a vérifié qu'on a une halle place Saint-Sauveur dès la fin du XIIIe siècle. Donc on a pu un peu vieillir
la présence de cette halle. Les textes indiquent que cette halle, si c'est seulement la même, parce qu'il peut y avoir des modifications quand même, et disparaît en 1755, là pour le coup c'est précis, mais comme je vous disais, nous on a d'un point de vue archéologique, on n'a pas d'éléments postérieurs au XVIe siècle. Donc on ne peut pas confirmer cela. C'est là où histoire et archéologie se complètent, surtout pour la période médiévale, la deuxième moitié du Moyen-Âge en l'occurrence, et la période moderne, où il faut aussi aller consulter les archives écrites et voir un peu pour ce qu'il en est dit, pour soit confirmer, soit contredire, soit compléter. Vous voyez, c'est vraiment indispensable d'avoir toutes ces données. Donc cette halle, dans le texte, ils disent que c'est la halle au boucher. Eh bien, ça tombe bien, parce que nous avons trouvé beaucoup, mais alors beaucoup d'os animaux. Donc du cochon, du mouton, pas mal de moutons, d'ailleurs. De la chèvre aussi. Et on avait même des fosses, une fosse qui était remplie, mais de cornes de chèvre. Ça pour le Moyen-Âge aussi. Hein. En fait, ça renseigne sur la vie quotidienne. Une halle au boucher, donc vous aviez les bouchers qui étaient là. Ils découpent les bêtes. Donc c'est vrai que tous les os que nous avons recueillis avaient des traces de découpe, de lame, de boucher. Mais tout est récupéré. L'art du recyclage. La peau, mégisserie. Bon, ça, nous, on n'a pas de... Parce que la peau, après, est tannée et peut permettre la fabrication de vêtements et de beaucoup d'autres choses, de petites gourdes. Enfin, vous voyez, il y a vraiment de multiples choses. Mais les os aussi sont récupérés. Et les cornes également, pour notamment permettre une activité qui s'appelle la tabletterie, qui est la fabrication de petits objets à partir d'os animal. Ça peut être des dés pour le jeu, mais ça peut être des boutons pour les vêtements, énormément de choses, des aiguilles qui sont fabriquées à partir des os animaux. Il peut y avoir aussi des grains de chapelet. Vous savez, les chapelets, c'est des choses qu'on est comme un collier. Vous avez toute une série de petits grains, et au bout du collier, vous avez un crucifix. Et les gens égrènent le chapelet en disant leurs prières, leur ave et leur pater. Ce sont des habitudes religieuses, et ils égrènent en fait, ça leur permet de se repérer lorsqu'ils disent leurs prières. Ils passent les petites boules en os comme ça, et ils égrènent le chapelet. Et donc nous, on avait le démarrage de la fabrication de tous ces petits objets, quoi. À partir du XIIIe siècle. Donc, vous avez identifié l'activité de ces places. Ouais. On a de l'activité jusqu'au XVIe siècle. Alors, nous, d'un point de vue archéologique, on a une activité, c'est pour ça que je précise bien, ça ne contredit pas le fait que la halle soit supprimée en 1755, tel que le texte dit, enfin les archives écrites le signalent, mais nous, d'un point de vue archéologique, on ne va pas jusque-là. Nous, la chose la plus récente que nous avons, enfin les éléments les plus récents que nous ayons dans notre sondage d'investigation, c'est la base d'un vaste calvaire qui était présente donc, en bout de place vers l'entrée de l'église. Ce calvaire, il est dessiné, il est représenté sur le premier cadastre de Dinan, qui date des années 1810-1810. Nous, on a retrouvé sa base circulaire. On n'a pas retrouvé le calvaire, hein. Je ne sais pas où il a disparu, où la croix a disparu, mais on avait bien sa base circulaire. Et pour l'installer, ils ont tout découpé, en fait. Tous les niveaux de place, etc., ont été cassés pour faire une belle base maçonnée. Déjà, ça, c'est un élément destructeur. Et on a eu aussi les deux éléments qui ont bien cassé toutes nos structures dans notre petit sondage de 80 mètres carrés, là. Ce sont deux canalisations d'eau pluviale, des canalisations maçonnées. Une qui, a priori, daterait du XVIIe siècle, ce qu'on appelle la chronologie relative. Nous le calons au XVIIe siècle à peu près. Et l'autre, c'est une canalisation du XIXe siècle. Toujours en fonction, celle-là, d'ailleurs, parce qu'on l'a vérifiée avec le service technique grâce à des produits colorants dans les eaux pluviales. Elle est toujours en fonction. Et donc, ce sont des systèmes de canalisation enterrés pour gérer les eaux pluviales dans la ville de Dinan, et dont un système qui apparaîtrait dès le XVIIe siècle, ce qui est vraiment précoce en termes de gestion urbaine. Et la ville était au courant de ces canalisations ? Alors, pas là. Justement, c'est intéressant ça, parce que c'est un système, notamment la canalisation 19e siècle, il y en a ailleurs. Ce réseau, il n'est pas que Place Saint-Sauveur, et les services techniques ont un plan comme ça qu'ils élaborent et qu'ils complètent au fur et à mesure des découvertes. Parce que eux, des fois, quand ils font un sondage de travaux de mise en conformité, ils peuvent retrouver des canalisations pareilles, ou alors des chaussées qui s'effondrent au niveau de
Justement, ils nous racontaient au moment de notre intervention qu'ils avaient dû faire des travaux quelques temps auparavant, pas loin de la rue du Gersual, parce qu'il y a un niveau de cours qui s'était effondré. Et ils se demandaient ce qui se passait, et en fait, c'était une canalisation du 19e siècle qui passait là, mais ce tronçon-là n'était absolument pas connu, qui, avec les passages des voitures, enfin, les dalles de couverture, la dalle de couverture s'était affaissée à cet endroit-là, et ça avait entraîné aussi un affaissement de la chaussée. Donc, il y a un beau nid de poule bien embêtant. Et c'est en ouvrant pour réparer ça qu'ils ont repéré la canalisation. Donc ils ont complété leur petit plan. Et nous, alors quand on a mis ça au jour, du coup ils sont venus avec leur plan, donc ils ont pu raccorder. Puis ensuite nous on leur a remis un plan précis de nos travaux, et notamment avec la canalisation pour qu'ils puissent intégrer à leur propre plan. Et puis on a profité d'un jour de pluie, en février, pour faire une vérification pour savoir si elles étaient toujours en fonction. Alors, en soulevant une dalle, on avait vu qu'elle n'était pas comblée de sédiments. Donc, ça pouvait indiquer que ça circulait toujours, que l'eau passait toujours. Un employé de l'équipe technique a mis différents produits colorants en différents endroits, pas en même temps, bien sûr, pour savoir d'où ça venait. Et à un moment donné, hop, on a vu passer l'eau colorée dans la canalisation que nous avions place Saint-Sauveur. Donc, ils ont su précisément à quel endroit elle était raccordée plus en amont et vers où elle s'écoulait plus en aval. Ouais. Et donc comme ça, ils complètent parce que elles sont toujours en fonction. Et si par hasard, ça c'est un souci pour eux, ils nous ont expliqué que si par hasard, en faisant des travaux, ces canalisations étaient obturées sur une section, ça pouvait entraîner en amont bien des inondations, notamment des inondations de caves, où des gens voient leur cave se remplir en disant mais qu'est-ce qui se passe ? Ça peut être parce qu'une canalisation, une ancienne canalisation, mais est cassée un peu plus bas, mais personne n'est au courant. Donc on a contribué aussi à connaître, à la connaissance du réseau ancien de canalisation des eaux pluviales de Dinan. Ouais. Donc vous avez aussi retrouvé des sépultures dans l'ancien cimetière de Saint-Sauveur. Vous en avez ouvert beaucoup ? Non, alors on a dans le sondage qu'on a fait, donc juste derrière le chevet, dans la chaussée, la rue pavée qui sépare le chevet de l'église, l'arrière de l'église, le cœur de l'église de la partie en jardin. Nous avons fait un petit sondage, en tenant compte de toutes les contraintes techniques, parce que j'en ai pas parlé jusque-là, mais quand on intervient en ville, il y a tout. Alors il y a les réseaux, celui dont je vous parle, mais celui-là on le connaissait pas, donc on ne pouvait pas l'anticiper, mais il y a tous les réseaux enterrés, l'électricité, le gaz, l'eau, le téléphone, tout ça, il faut en tenir compte. Donc on fait nos sondages, alors ce sont des plans qui nous sont communiqués avant notre intervention, donc on fait nos sondages en conséquence, on les implante en tenant compte de toutes ces contraintes. On n'est pas là pour couper ni le gaz, ni l'électricité, ni l'eau, on fait au mieux. Et on évite de couper. Donc là, notre petit sondage, il était implanté dans la chaussée. Par contre, ce qu'on a coupé, c'était la circulation. Ça, c'est vrai qu'on pouvait pas faire autrement, en faisant au plus vite. Et donc, on a ouvert un sondage d'une 30aine de mètres carrés de mémoire. Et là, on est tombé directement sous les pavés. Alors, donc ça veut dire, par rapport aujourd'hui au niveau de circulation, une 30aine de centimètres dessous, parce que vous avez le niveau de sable dans lesquels sont installés les pavés. Donc, directement sous les pavés, vous avez les premières tombes. Et ça, en fait, on ne savait pas si les tombes étaient conservées. C'était le but de ce sondage. Qu'on trouve des tombes, ce n'était pas une surprise. On sait qu'on est dans l'ancien cimetière. Mais la question plusieurs questions se posaient. Lorsqu'ils ont déménagé le cimetière dans le courant du 19e siècle, là où il se trouve aujourd'hui, de manière générale, on sait que les derniers inhumés sont aussi transportés dans le nouveau cimetière. C'est la manière d'assurer la transition. Mais des fois, ils transfèrent les derniers inhumés, mais des fois, ils en profitent pour faire un grand nettoyage. Du passé, faisons table rase. Pour Dinan, on ne savait pas comment ça s'était passé. Et si les sépultures sont conservées, il fallait vérifier, essayer de déterminer leur période d'appartenance, et puis leur état de conservation. Donc, nous, on a retiré les pavés et immédiatement dessous, des tombes. On a identifié au moins 2 rangées de tombes et on a pu voir aussi, donc comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas là pour tout fouiller dans le cadre d'un diagnostic, de toute façon, on n'a pas le temps. On est là pour estimer le potentiel archéologique. Donc, on a identifié 2 rangées de tombes. On a vu que des ossements étaient conservés, des ossements humains, bien sûr, qu'ils étaient en place, que ce n'était pas du vrac, que ça n'avait pas été perturbé.
et qu'il y avait au moins 2 niveaux de tombes superposés. Je dis bien au moins, il est possible qu'il y en ait plus, mais pour ça, il aurait fallu qu'on fasse des sondages destructeurs, qu'on traverse des tombes de manière radicale. Ce n'était pas le but. Et puis on a observé aussi, directement sous la route, un caveau en pierre. Donc un caveau maçonné, c'est-à-dire qu'à l'emplacement, là où ils ont mis, la personne inhumée avait été inhumée dans un cercueil, mais son cercueil, elle avait été inhumée dans une fosse dont les parois ont été maçonnées, donc des petits murets en pierre. Le couvercle n'existait plus, mais ça, ce sont les travaux postérieurs, notamment l'installation des pavés actuels, par exemple. Comme ce caveau était bien conservé, avec l'accord du service régional de l'archéologie, on a fouillé cette tombe. Nous avons fouillé cette tombe, c'est la seule que nous ayons fouillée, pour avoir une idée plus précise de l'état de conservation et de représentation, je vais revenir sur ces termes tout de suite, du squelette. C'est le but de notre opération. Donc, nous avons mis au jour une personne qui a été installée là dans le courant du XVIIIe siècle. Donc, c'est assez récent. On a pu constater que cette personne était une femme, assez âgée, et que son squelette, alors comment est-ce qu'on a pu déterminer ça? C'est parce que son squelette était à la fois bien conservé, c'est-à-dire tous les os ont une bonne conservation, se tiennent bien. Parce que des fois, vous avez un squelette, on en devine les contours, mais dès que vous essayez de prélever l'os, il disparaît. Il a été le squelette a été très attaqué par l'acidité du sol, l'humidité, l'acidité. Là, la personne inhumée, non, elle se tenait bien, si je puis dire. Et son squelette était bien représenté. C'est-à-dire que la représentation du squelette, c'est est-ce que les 260 et quelques os qui représentent le squelette humain sont bien présents. Et là, oui, il n'y avait pas que le crâne et les os longs. Il y avait les côtes, les os des mains, enfin bon, elle était bien représentée. Donc ça prouve que on a un bon niveau de conservation des sépultures. Donc s'il y avait une fouille, ce qui n'est pas du tout envisagé aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'il y ait de fouille, mais s'il y avait eu une fouille à cet endroit-là, on aurait eu sûrement à peu près tous les squelettes de conservés. Alors, comment est-ce qu'on a pu déterminer que c'était une femme ? Tout simplement parce qu'il n'y a qu'un seul moyen de déterminer ça, c'est pour un squelette, le sexe pour un squelette, enfin pour un individu, pardon, c'est au niveau du bassin. Il faut que le bassin soit relativement bien conservé, il n'y a pas d'autre moyen. C'est une ouverture de bassin, en fait, qui est différente entre les hommes et les femmes. Et là, donc, il s'est avéré que c'était une femme, que c'est une femme. Une femme d'une femme d'âge mûr, comme on dit. Ça, c'est par rapport à un certain nombre de caractéristiques d'usure, au niveau des ossements et surtout au niveau des dents, notamment, par exemple. Pathologies osseuses aussi, qui nous permettent de dire que c'était pas une femme de 20 ans, par exemple. Et justement, alors, par contre, en termes de pathologie, elle n'en avait pas tant que ça. Elle avait dû avoir une vie assez calme. Par contre, elle avait une hygiène dentaire abominable. Pas mal de traces d'abcès dentaires, et peut-être d'ailleurs que c'est un de ces abcès qui a entraîné son décès. Ça, on ne saura jamais, mais un abcès dentaire, s'il est mal soigné, s'il évolue très très mal, ça aboutit à une septicémie, et c'est radical, en dehors de douleurs abominables. Donc elle avait vraiment une hygiène dentaire vraiment pas super. Elle a été enterrée, le corps entouré d'un linceul. Ça, c'est un certain nombre de constatations que nous faisons dans la façon dont se présentent les os. Une certaine contrainte, on voyait que ça n'avait pas été bougé, donc qu'elle n'avait pas, donc les os, son corps avait été bien enserré dans un tissu qui avait disparu depuis le temps. Et une fois sa dépouille enterrée dans un linceul, elle avait été installée dans un cercueil. On a retrouvé tous les clous qui notamment maintenaient le couvercle, fermaient le couvercle. Là non plus. Alors, le bois n'était pas conservé, mais il restait des liserés très bruns de bois qui nous permettent de voir un peu le plan du cercueil. Et l'ensemble, le cercueil et tout cela avait été ensuite déposé dans ce caveau maçonné, parce que lui, il était déjà présent. Et en fait, elle n'était pas la première occupante, parce que nous avons pu vérifier que pour l'installer, ils avaient poussé du monde. Ça, c'est aussi une pratique courante dans les gestions de cimetières. Ils avaient poussé du monde. Par contre, elle était la dernière occupante du caveau. Et c'est probablement un caveau familial. Alors, nous ne connaissons pas l'identité de cette personne. Et donc, lorsqu'elle a été enterrée, avant de la déposer dans le cercueil, avant de l'enserrer dans son linceul, ses proches, sa famille, on ne saura jamais évidemment, l'ont enterrée en lui laissant
un bijou, en l'occurrence une seule boucle d'oreille, on a cherché la deuxième, on l'a jamais trouvée, elle n'était pas présente, ce sont des choses qui arrivent, une seule boucle d'oreille en or, et elle avait aussi, à l'emplacement de ses mains, justement des chapelets, ce dont je vous parlais tout à l'heure, elle avait 2 chapelets. Donc on a retrouvé les fameuses petites perles en os et les crucifix. Et ce sont ces objets qui nous ont permis de dater le siècle au cours duquel elle a été inhumée. Le type de boucle d'oreille qu'elle avait et les chapelets appartiennent à sont des objets qui sont caractéristiques du XVIIIe siècle, en fait, au sens large. Plutôt le milieu du XVIIIe siècle, a priori. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut déterminer, ce n'est pas l'unique façon, mais c'est aussi une des façons qui nous permettent de déterminer les dates d'inhumation. Et par l'étude de sépulture, on peut comprendre comment les gens vivaient à cette époque à Dinan ? Alors, lorsqu'on étudie un cimetière, ça peut sembler un peu glauque. En général, on dit, mais si on va étudier un cimetière, c'est parce que cela nous permet d'avoir des informations qu'il n'est pas possible d'avoir ailleurs. C'est-à-dire, on a à la fois une photographie d'une population, qui peut être par exemple des hommes, des femmes, des enfants. Si on est, c'est sûrement le cas du cimetière Saint-Sauveur, c'est un cimetière paroissial. Donc tout le monde va se faire enterrer là. Tous les gens qui vivent à Dinan vont se faire enterrer, les personnes qui vivent à Dinan vont aller se faire enterrer dans ce cimetière. Mais si vous êtes dans un monastère, vous n'allez avoir, a priori, que des tombes des résidents du monastère, majoritairement des tombes de résidents de monastère. Par exemple, si c'est un monastère d'hommes, quasiment que des hommes, ou l'inverse, un monastère de femmes, que des femmes. Ça permet aussi, des fois, quand on ne sait pas que c'est un monastère, parce qu'on ne sait pas toujours qu'on fouille un monastère, des fois on trouve des vestiges, on n'en a plus du tout de traces dans les textes, ça nous permet de dire, tiens, c'est marrant, il n'y a que des femmes ou que des hommes, donc ça renseigne sur la nature de l'occupation, entre cimetière paroissial ou lieu religieux, cimetière dédié à des religieux, voilà. Et puis ça nous permet aussi d'avoir des informations sur l'état sanitaire de la population. Est-ce qu'ils souffrent de carences, de maladies particulières? Par les dents notamment et autres, on a une idée de leur alimentation, de leur hygiène. Des âges aussi, voir estimer l'âge au décès. Ça nous permet de voir si, en moyenne, les gens vivaient jusqu'à la vieillesse, ou vraiment on a une mortalité plus importante pour une certaine catégorie d'âge. Identifier aussi les pathologies, notamment les pathologies traumatiques, tout ce qui est usure, liée à des travaux difficiles. Ça, je vous précisais que la dame du XVIIIe siècle, elle n'avait pas d'usure particulière. Donc elle semblait plutôt appartenir à en tout cas, elle a eu une vie assez tranquille. Par contre, elle avait une hygiène dentaire terrible. Donc comme quoi, on peut avoir une vie tranquille et peut-être appartenir à une classe assez aisée, mais pas faire très attention à son hygiène dentaire. Donc ça nous permet de renseigner, d'apporter des informations sur la vie quotidienne de population, là où les textes sont totalement muets. Parce que ça, c'est valable aussi pour la première partie du Moyen-Âge, c'est-à-dire à des périodes pour lesquelles, des siècles, pour lesquels, entre par exemple le 5e et le 10e, 11e siècle, c'est ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, vous n'avez pas du tout d'écrits. Vous avez très peu d'écrits, et les écrits sont réalisés par des moines, souvent d'ailleurs, qui ne vont pas parler de la plus grande partie de la population, qui est une population paysanne, et on ne sait rien sur eux. Les grands anonymes de l'histoire, on ne sait rien sur eux. Donc le seul moyen d'aller à leur rencontre, c'est d'aller fouiller leurs habitats, ça c'est vrai. Donc on voit leur vie quotidienne, leur maison, leur économie, on retrouve là aussi des indices sur ce qu'ils mangeaient, etc. Mais aussi en allant voir les cimetières, ça leur permet de vraiment avoir des compléments d'informations très importants sur la population elle-même, et aussi moi je dis toujours que ça permet aussi de toucher les vivants, en fait. Parce que lorsque les gens sont enterrés, il y a des gestes, des attentions. Ça permet toujours à l'archéologue de toucher les vivants. C'est-à-dire que là, on voit, ça peut sembler... on arrive dans l'intime, ce que la fouille d'un habitat ne donnera pas. Là, on est vraiment dans l'intime, dans le personnel, et on voit par les rites, la façon d'enterrer les gens, et on perçoit les vivants. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis là, mais
C'est l'intention et ça montre les rituels en fait, la religion. Alors les pratiques peut-être. funéraires, oui, voilà. C'est-à-dire, on voit déjà l'évolution, parce que au tout début du Moyen-Âge, entre la fin de la période antique, la période romaine, et le tout début du Moyen-Âge, c'est la progression de la christianisation. Donc on passe de pratiques funéraires où vous allez inhumer vos défunts en mettant beaucoup d'objets dans la tombe, des objets de parure, mais aussi des céramiques, avec des dépôts alimentaires. Ça, c'est au tout début. Et à partir, ça commence à diminuer et ça s'arrête carrément vers le 7e siècle. Et là, ça y est, la christianisation, elle est bien implantée et on demande à ce que les personnes soient inhumées de manière la plus humble possible. Il ne faut pas qu'ils emportent tout dans la tombe, quoi. À notre grand désespoir. Mais du coup, on voit bien l'évolution des pratiques funéraires. Et après, il peut y avoir certains gestes ou de nouvelles pratiques funéraires. Par exemple, alors dans un autre cimetière, j'ai eu l'occasion de diriger une fouille là cet hiver à Baie pendant 6 mois. C'est près de Vitré. C'est un cimetière médiéval qui fonctionne du 6e au 14e siècle. Donc là, on avait beaucoup de tombes. Hein. C'est une fouille, hein. C'est pas du tout un diagnostic. On a plus de 400 tombes. Et on a pu voir que cette diminution du nombre d'objets dans la tombe au fil du temps, et puis à partir du XIIIe siècle, une nouvelle petite pratique qui apparaît, où là on va disposer le long du cercueil, à l'extérieur, hein, dans la fosse, mais le long du cercueil, des céramiques, des pots complets, comme ça, alignés, qui sont, donc on a retrouvé entiers, et dans lesquels on a beaucoup de charbon de bois, donc du bois qui a brûlé. Donc on va faire des analyses pour vérifier s'il n'est pas possible de retrouver des traces d'encens notamment. En tout cas, ça a une vertu de purification. Ça, c'est vraiment pour purifier, non pas l'air, mais vraiment avant l'inhumation, quoi, pour accompagner le défunt. Et on est rendu au XIIIe siècle. Et c'est des pratiques, ça, qui s'observent ailleurs, comme dans d'autres fouilles, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Il reste les gestes, et toutes les tombes ne vont pas avoir ça. Donc c'est certaines personnes, certaines familles, qui vont souhaiter avoir ce type d'intervention au moment de l'enterrement de leurs proches. Si vous souhaitez écouter la suite de cet entretien, je vous invite à écouter la partie 2 sur le couvent des Jacobins. Ça vous a plu? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne? Alors, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt!